Salut tout le monde, bienvenue au balado de tennis à la volée, le premier de 2020. Max, ça nous fait plaisir d'accueillir à nouveau nos auditeurs pour une troisième saison du balado à la volée. Content de renouer avec toi, Max. Très content, Max, aussi de renouer avec toi en plein Grand Chelem, le premier tournoi majeur de la saison du côté d'Australie. Et il faut dire qu'on a des histoires à raconter, à analyser également, de nombreux très bons matchs depuis le début de cette quinzaine. Là, on est à l'étape du carré d'as d'ailleurs, donc on a plusieurs des éléments déjà à discuter. Donc on commence notre saison en force. Ben voilà, on était un peu sur les lignes de côté pour commencer, mais on est là puis on va essayer d'être régulièrement avec vous pour jaser tennis dans les prochaines semaines. D'ailleurs, on fait celui-là qui met un peu la table pour le carré d'as, autant chez les hommes que chez les femmes à l'Omnium d'Australie. Mais on va aussi être là dans quelques jours pour revenir sur ce qui va s'être passé parce que c'est évident qu'on va avoir des moments super intéressants dans les différentes finales. Déjà, on sait qu'il y a de belles confrontations qui s'en viennent. Je pense notamment, évidemment, au 50e duel Djokovic-Federer qui s'en vient dans quelques jours, donc dans quelques heures même. Donc, on a aussi aujourd'hui une entrevue à vous proposer. Moi, j'ai parlé plutôt aujourd'hui à Leila Annie Fernandez. Donc, on va aller écouter plus tard dans l'émission le fruit de cette discussion-là. Mais rentrons, si tu veux bien, dans le vif du sujet. Parce que dans les prochaines heures, on va avoir des demi-finales qui comprennent chez les hommes, 4 des 8 premières têtes de série. On a évidemment Djokovic-Federer, dont je viens juste de parler. Puis on va aussi avoir une demi-finale de la nouvelle jeune, ancienne jeune, mais encore un peu jeune génération. On va avoir Thiem contre Zverev. Je pense que c'est la meilleure formulation que tu peux donner pour cette deuxième demi-finale entre Thiem et Alexander Zverev. Zverev, si on veut, qu'on ne savait plus à quoi s'attendre en Grand Chelem. Évidemment, ça a toujours été difficile de son côté pour les tournois majeurs. Il ne semblait jamais en mesure de dépasser ses fameux quarts de finale. Il avait fait les 2 derniers à Roland-Garros, mais n'était pas capable de se rendre plus loin dans le tournoi. Du côté de Thiem, on savait ses difficultés sur autre surface qu'à Paris, en fait, sur terre battue. Donc, c'était difficile pour ce qui était du US Open. Et en Australie, il n'avait jamais vraiment eu de succès, n'avait jamais dépassé le 4e tour. Et le coup d'éclat de l'Autrichien, quel match contre Rafael Nadal en mesure de vaincre. On discutait avant un peu sa bête noire, mais Nadal est tellement la bête noire pour plusieurs joueurs, mais un de ses démons véritables en Grand Chelem, simplement pour leur confrontation répétée maintenant en finale à Roland-Garros. C'était une première fois en 6 affrontements que Thiem était en mesure de battre Nadal en Grand Chelem. Puis on l'a senti vraiment dominant, libéré sur le terrain de tennis. Je ne sais pas si vous voulez commencer avec cette rencontre, mais puisqu'elle est toute fraîche au moment où on enregistre. Oui. C'est un match de 4-7, mais on s'entend que tous les matchs de 4-7 sont faits différemment. Celui-là, on parle de 4 heures 10 minutes. C'est quand même assez long, là, comme c'est un match marathon, malgré le fait que ça ne soit pas rendu à un 5e. Évidemment, c'est facile à dire avec le recul, mais moi, je voyais Thiem jouer depuis le début du tournoi, puis j'avais la conviction qu'il pouvait amener Nadal loin, sinon remporter ce match-là. À mon avis, c'est le meilleur jeu sur dur que j'ai vu Thiem déployer depuis un bon moment. Peut-être au final de l'ATP, il y a quelques mois, là, qui s'était rendu en finale, qui avait battu des grosses pointures en se rendant là. Mais on savait aussi que Thiem pouvait embêter Nadal. C'est facile de se souvenir du 6-0 qu'il avait fait encaisser à Nadal. Je pense que c'était le US Open 2018. Tout à fait. C'est un match qui s'était terminé à 2 h du matin. Il y avait à peu près 5 ou 6 chances de mettre fin à ce match-là contre Nadal, Thiem, puis il n'y avait pas eu ce petit coup d'extra qui fait qu'il aurait savouré la victoire. Mais cette fois-là, malgré le fait que Nadal le fait encore douter en revenant à 5-5 au moment où Dominic Thiem servait pour le match. Ça donne un 15-0 avec un bel enchaînement, première balle, coup droit, tout ça. Ouais. Mais franchement, Nadal, on le sait, n'abandonne jamais. Et puis, l'Autrichien, c'est ça. Et sachant ça, je pense qu'il n'a jamais vraiment diminué son niveau de jeu dans ce quart de finale-là. Je sais pas vraiment ce que tu as pensé de cette rencontre, mais c'est une des premières fois que je voyais Nadal surclassé sur le plan physique par un autre joueur en face de lui. Ouais. Littéralement, au cours de la rencontre, ça semblait être le cas du côté de Thiem. Il était vraiment fort physiquement. Tenait dans les échanges aussi, puis une statistique qui était quand même assez éloquente à ce niveau. Les échanges qui duraient plus de 9 coups. Thiem en a gagné 24 contre 12 pour Nadal. Normalement, c'est son pain et son beurre à Nadal. Contre un adversaire, plus l'échange dure, lui, tout le temps en mesure d'aller chercher soit son gros coup droit de gaucher en parallèle ou même en décroisé. Mais là, lorsque les deux joueurs étaient en coup droit à coup droit, donc Thiem en décroisé, c'est Thiem qui avait l'avantage pour ce qui était du coup droit. Et on connaît sa force aussi en revers à une main, mais on sait aussi que Nadal peut tellement embêter ses adversaires avec cette balle haute du côté du revers habituellement. Et là, on voyait Thiem véritablement dans le terrain, est en mesure d'aller chercher la balle très rapidement, l'empêchait d'aller la frapper à ses oreilles.
Et aussi, la rencontre, la manière qu'elle s'est déroulée, c'était très impressionnant de la part de Thiem. Lorsque Nadal a la chance de servir pour la première manche, si Nadal va chercher ce premier set, je crois qu'on a tout simplement un tout autre match. Il peut même faire la même chose à la deuxième manche. Nadal avait le bris lors des 2 premières manches. Il pouvait continuer, mais on sent que Nadal est un peu plus nerveux. On l'a toujours vu ainsi, mais dernièrement, lors des dernières saisons, ça semble être un peu plus le cas. Nadal a de la difficulté à terminer ses manches, à terminer ses matchs. C'est pas rare qu'on le voit se faire briser et on doit se retrouver au bris d'égalité, mais Nadal, étant Nadal, est capable de fermer les livres par la suite. Sauf que là, il avait devant lui un team qui était tout simplement inspiré. Il fallait voir les trois bris d'égalité dans cette rencontre pour voir à quel point que Thiem était capable d'aller chercher des points importants au bon moment. Il avait la manière aussi d'être très offensif. Moi, il m'a véritablement impressionné dans cette rencontre. Oui, c'est rare que quelqu'un bat Nadal à la base, mais en plus le fait en utilisant la méthode de Rafa, qui est de remporter des longs points comme ça. Puis justement, c'est ça d'y aller avec au niveau physicalité dans le match. Là, je ne sais même pas si ça se dit ce mot-là, mais franchement, Thiem a eu l'ascendant à ce niveau-là sur Nadal. Puis c'est ce qui fait que ça donne une demi-finale qui va être intéressante contre un Zverev, Alexander Zverev, 7e favori, oui, mais est-ce qu'on l'attendait véritablement jusqu'à ce point-là? Zverev, on a tellement été cynique envers lui par le passé pour ses ratés en Grand Chelem, souvent des éliminations tôt dans le tournoi. Mais il arrivait justement dans son quart de finale contre Stan Wawrinka en ayant gagné 12-7 sur 12. Oui, il n'y avait pas nécessairement de gros défis en début de tournoi. Cecchinato, on ne peut pas dire que c'était une grosse commande. Mais franchement, ensuite, là, il y a eu des victoires franchement impressionnantes de la part de Zverev. Contre Verdasco, quand même, c'est pas le premier venu. C'est un vétéran qui peut embêter et qui peut faire en sorte que le match il se prolonge jusqu'à un 5e set facilement. Verdasco, il s'est occupé de lui en 3 manches. Qui a dit de son match contre Rublev aussi par la suite. Contre Rublev, c'est évidemment l'exemple le plus probant pour Zverev. On parle d'un gars, Rublev, qui arrivait dans ce match-là en ayant remporté chacun de ses matchs en simple pour commencer 2020. Fiche de 15-0, Andrei Rublev. Subit la défaite 6-4, 6-4, 6-4 contre Zverev, 3-7, bang. Franchement impressionné, surtout par son revers, Zverev. On sait que c'est une arme dévastatrice quand il est en contrôle de ce coup-là. C'est un coup qui, quand il le maîtrise bien, est semblable au revers du grand Novak Djokovic. Puis en plus, ça vient d'un gars qui mesure 6 pieds 6 pouces. Donc on voit à quel point ça peut faire du dommage quand il est en contrôle. Puis c'est vraiment le coup, je pense, qui met la table pour l'ensemble de son jeu quand ça fonctionne. Exactement. Je vais peut-être même aller un peu plus loin et dire que ça part aussi avec son service pour qu'ensuite il puisse s'enchaîner avec le point. Mais on voit en ce moment aussi un Zverev, on dirait, libéré en quelque sorte mentalement. Cette fameuse barrière psychologique qu'on le voyait en Grand Chelem ne semble pas présente. Je ne sais pas si ça a un lien ou pas, mais là, lorsqu'en début de tournoi, on sait avec tout ce qui se passe malheureusement en Australie pour ce qui est des feux, on a vu plusieurs joueurs qui ont décidé de faire des dons, de très généreux dons. Et Zverev qui disait qu'il allait donner un montant pour chacune de ses victoires et même allé dire que si jamais il allait remporter le tournoi, il allait donner toute sa bourse. La bourse au complet. Oui. Je ne sais pas à quel point il croyait lorsqu'il a dit le tout, mais en quelque sorte, ça a dû l'inspirer parce qu'en ce moment, c'est le plus beau Zverev en Grand Chelem qu'on peut voir de son côté. Et si on avait déjà eu droit à une confrontation contre Thiem, en Grand Chelem, j'ai Roland Garros en tête, mais là, Zverev s'était blessé au cours de la rencontre au ski au jambier. J'ai hâte de voir ce duel sur dur entre les deux joueurs qui, en ce moment, sont tout simplement tout feu tout flanc. Mais cette fameuse prochaine génération qu'on attendait, elle est là en ce moment de son côté pour le Corridas. On est sûr de voir l'un des deux en finale Grand Chelem. Ce qui est bien, oui, effectivement. Mais dans le cas de Zverev, on peut vraiment dire qu'on ne l'attendait plus, là. Je pense notamment à ce qu'on avait comme échantillon depuis le début de 2020. On l'avait vu à la Coupe ATP. Ça avait été quoi les résultats? C'était 3 défaites. Il y en avait une contre Tsitsipas, une contre Shapovalov, puis contre Deminaur aussi quand l'Allemagne avait joué contre l'Australie. Dans ces matchs-là, oui, je sais que c'est trois excellents joueurs dont on parle là. Puis, mais quand même, un set remporté contre ces 3 adversaires-là. Il y avait même eu un match de 12 doubles fautes. Tu voyais qu'il se cherchait vraiment là, pour un numéro 7 mondial de connaître un match de 12 doubles fautes. C'est sûr qu'on n'avait pas l'impression qu'il arrivait avec confiance, mais là, il déploie un jeu tellement impressionnant que c'est à se demander s'il va être en mesure d'embêter Thiem. Moi, je favorise Thiem pour l'emporter puis se rendre en finale. Mais je suis convaincu que Zverev va lui donner une très bonne opposition, sachant à quel point il est impressionnant contre Rublev, puis contre Wawrinka, son dernier match aussi, après avoir encaissé un 6-1
pour amorcer le match. Par la suite, ça a été l'affaire de l'Allemand. Puis on parle aussi de Wawrinka, pas le dernier venu, un ancien champion Grand Chelem qui lui aussi a connu un très bon tournoi là, pour battre Daniil Medvedev, qui est un autre d'ailleurs. Les Russes connaissent un excellent début de saison. Medvedev c'en était un autre, puis on sait à quel point il était difficile à battre sur la surface dure pour terminer la campagne 2019, a semblé reprendre là où il l'avait laissé pour ce qui était de 2020. Mais tout un match de Stan de Man pour battre Medvedev. Ensuite, Zverev qui est capable de renverser le Suisse lui pour aller frayer un chemin justement jusqu'au carré d'as. Et ça peut-être mettre la table pour ce qui est de l'autre duel demi-finale du côté des hommes, mais j'ai l'impression qu'on aura le droit à un match beaucoup plus serré entre Zverev et Thiem. Qu'est-ce qu'on risque de voir entre Djokovic et Federer? C'est mon impression. Je fais simplement des spéculations, ce qu'on peut voir, mais j'ai véritablement l'impression qu'on peut avoir une vraie guerre des tranchées pour ce qui est des deux genoux. De l'autre côté, je vais me mouiller déjà, là, mais j'ai pas le choix de donner un avantage au Serbe Novak Djokovic avec ce qu'on a vu jusqu'à présent dans le tournoi. Mais bon, Federer étant Federer. Effectivement, c'est un 6 fois champion à Melbourne. Quand même, Federer, on peut pas le prendre à la légère. Mais avec ce qu'il nous a démontré depuis le début du tournoi, c'est sûr que Djokovic part largement favori. C'est sûr que nos auditeurs ont probablement entendu parler de ça. Là, 2 fois sur le bord du précipice, Federer depuis le début du tournoi. À 8-4 au super tie-break du 5e set contre John Millman. Enchaîne 6 points de suite pour l'emporter 18 sur l'Australien qui avait l'appui de la... un appui quand même, j'allais dire l'appui de la foule, mais Roger étant Roger, ça ressemblait plus à du 60-40, disons, dans la foule. Et puis ensuite, ce qu'il faut mentionner d'encore plus évident, c'est les 7 balles de match offertes à Tennys Sandgren par la suite en quart de finale. On pensait que c'était un duel qui allait être avantageux pour lui, qui allait pouvoir économiser sa santé et puis arriver frais en demi-finale, mais c'est pas ça qui est arrivé du tout. Après un 6-3 pour lui, ça a été 2 manches de 6-2 remportées par Sandgren. On voyait que le corps de Federer, c'était évident qu'il était en train de le lâcher. Il avait l'air figé sur le terrain, mais le maestro a trouvé le moyen de juste rester dans le match puis de ne pas faire d'erreur parce qu'il y en a fait beaucoup de fautes directes, mais il n'a pas fait les fautes directes dans les moments importants et surtout a laissé Sandgren réaliser les erreurs sur les fameuses 7 balles de match qui s'est offerte. Une qui était à, je crois, 5-4 au 4e set et puis 4 autres dans le bris d'égalité du 4e set. Les mots que j'ai retenus de ta dernière intervention, Max, c'est des balles de match qu'il a offertes à ses rivaux parce que véritablement, Federer, dans ses belles journées, n'est pas censé se retrouver dos au mur contre des adversaires comme... On l'a déjà vu contre Millman, on se souvient du US Open. On sait qu'il l'a déjà embêté. On sait qu'il est très régulier en fond de terrain. Federer, s'il est dans une mauvaise journée, son coup droit ne fonctionne pas d'attaque à tout moment, peut commettre des fautes et c'est là que ça devient compliqué. Contre Sandgren, tu l'as mentionné, c'était le genre de match. On regardait le tableau de Federer et on se disait c'est probablement l'un des joueurs qui a le tableau le plus facile pour arriver jusqu'en demi-finale contre ce qu'on se doutait être à ce moment Novak Djokovic. Mais finalement, il s'est tout simplement compliqué la vie. On parle d'un 5-7 contre Millman, un 4 manches ensuite contre Fucsovics. Pas le dernier venu non plus, Fucsovics. Donc ça, c'est déjà plus surprenant. En fait, si on m'avait dit qu'un des joueurs allait pousser Federer à la manche ultime, je me serais attendu à ce que ce soit un Fucsovics et non pas encore un Millman et encore moins un Tennys Sandgren. Ça n'a rien enlevé à l'Américain qui a connu un excellent tournoi. Ça servait très bien d'ailleurs. Pour pousser Federer jusqu'à la manche ultime et même avoir toutes ses chances de remporter la rencontre. Je crois que Federer, il doit sa place en demi-finale, oui, à son jeu, mais à son statut, au fait qu'il a encore une petite coche supérieure sur le plan mental à certains de ses adversaires, cette fameuse coche de devoir dire je vais éliminer Roger Federer. Certains joueurs ne sont pas encore capables d'y arriver. On a bien vu Millman trembler au super bris d'égalité. Sandgren, même chose lors de toutes ces balles de match. Ce sont des joueurs qui ne commettent pas autant d'erreurs qu'on a vues, qui ne sont pas aussi imprécis. Et là, on voyait Millman rater toutes les balles. Federer n'a rien fait d'extraordinaire au super bris d'égalité. Il est resté dans le match, a fait durer les échanges et c'est son adversaire véritablement qui ratait ses chances. C'est fier à l'importance du moment puis de sa manière qu'il a très spéciale à lui de gérer ces moments-là avec le calme qu'on lui connaît, Federer. Exact, mais c'est pas sa manière d'aller chercher des matchs et de gagner des matchs. Il ne pourra pas faire ça contre Novak Djokovic qui, lui, a remporté Melbourne, a gagné à Melbourne 7 fois. Il va pour un 8e titre en Australie. S'il y en a bien un qui ne va pas craquer sous la pression du moment, c'est bien Djokovic. Et les deux joueurs ont évidemment leur passé. Là, on parle, tu disais, c'est leur 50e rencontre. C'est une fiche de 26 victoires pour Djokovic contre 23 pour Federer. Donc, on peut s'attendre à un excellent duel. Il faut que Federer, son tennis d'attaque, soit en place et rapidement dans la rencontre. Si Djokovic file rapidement avec le premier set, j'ai l'impression que le match pourrait être très court pour ceux qui voudront le regarder de nuit.
Sinon, ça pourrait être très cool le lendemain matin pour ceux qui l'ont enregistré, qui veulent le visionner. Je serais pas surpris de voir Roger trouver des solutions, trouver des manières d'embêter l'espace d'un certain nombre de jeux. Djokovic, ici et là. Oui. Mais la logique indique que si c'est pas en 3-7, ça va être en 4 pour Djokovic jusqu'en finale. Parce qu'on parle des difficultés de Federer, mais Djokovic, de son côté, connaît un excellent tournoi. Si on enlève son premier match contre Jan-Lennard Struff, c'est la seule manche qu'il a perdue dans tout le tournoi. Et par la suite, a su s'imposer devant des adversaires, oui, qui étaient à sa portée. Nishioka, d'accord. Diego Schwartzmann, qui jouait très bien. Oui. Tu prenais la peine de le mentionner lorsqu'on en discutait ensemble. C'en était un qui aurait pu embêter Djoko juste dans sa façon de jouer, de faire durer les échanges, mais on a vu Novak tout simplement supérieur et malmener l'Argentin. Miloš Raonic, qui connaissait un excellent tournoi, encore une fois en Australie, qui trouvait, je ne sais pas si c'est cette fontaine de jouvence ou la température qui lui va bien ou le corps tient en Australie, c'est le début de saison pour notre Canadien, mais encore une fois, tu es en mesure d'aller jusqu'en quart de finale. Et Djokovic a tout simplement été supérieur. Là, si on parle on le voit contre les puissants serveurs, mais là, Djokovic, je pense que c'est une fiche de 9 victoires ou 10 contre le Canadien maintenant. C'est maintenant 10-0 la fiche de Djokovic contre Raonic. C'était un match impeccable. Contre Raonic, tu as souvent entre 0 et 1 chance dans un set de prendre son service. Il l'a pas raté. Il l'a pas raté les deux fois qu'il les a eus dans 2 sets différents. Si je ne me trompe pas, le troisième était dans un bris d'égalité qu'il avait remporté. Mais si on revient un peu à ce Djokovic-Federer, c'est sûr que chaque tournoi est différent. Puis évidemment, notre point de référence actuel est un peu différent. Mais c'est quand même intéressant de noter que dans les 2 plus récents affrontements entre les deux, il y a eu ce fameux match à Wimbledon, cette finale où Djokovic avait sauvé 2 balles de championnat pour gagner. Et puis, si on veut aller plus récent que ça, il y avait eu ce match 6-4, 6-3 au final de l'ATP, cette victoire qui avait permis... Federer avait aidé son ami Nadal à s'assurer de finir premier mondial. Ça avait été quand même assez impressionnant, cette victoire-là de Roger contre Djokovic, mais je pense que 2 mois se sont passés, puis beaucoup de choses aussi sont arrivées, notamment les pépins physiques de Federer, son jeu chancelant ici et là dans les matchs qu'on a mentionnés. Donc, tout compte fait, il y a des raisons de croire que Djokovic est largement favori. Exactement. Mais bon, il ne serait pas le premier joueur non plus à connaître un début de tournoi difficile, à être en mesure de se relancer vers la fin de la compétition. Et c'est Roger Federer. Donc, encore une fois, c'est une impression que j'ai donnée, que tu sembles partager aussi. On donne le Serbe comme favori pour cette rencontre, mais Roger Federer peut donner un très bon spectacle et encore plus, là, il peut aller chercher cette victoire. Donc, ça va être... On est gâtés, il faut dire, le côté demi-finale. Ouais. Honnêtement, les deux, même pour ce qui est des genoux, là, j'ai véritablement hâte de voir ce que ça va donner comme confrontation en finale. Je partage ton avis aussi. Là, je favorise Tim contre Zverev et de ce qu'on a discuté, je m'attends à ce que Djokovic batte Federer. Donc, une finale Djokovic-Team. À l'horizon, il y a de quoi saliver. Oui, puis rendu là, je pense qu'à voir le niveau de Team, je ne serais pas surpris qu'il offre une très bonne opposition à Djokovic si on arrive à ce moment-là. Très bonne opposition au point de l'emporter ou juste très bonne opposition? Il faut que je me mouille. Non, je te mets ça under the spot. Je dirais qu'il y a de très bonnes chances, l'Autrichien, de gagner ce tournoi-là. Avec son niveau actuel, là, il n'y a aucun de ses coups qui me fait douter. Son revers, on le connaît, dévastateur. Son service est très bon en ce moment. Même sa deuxième balle laisse rarement des retours d'attaque à ses adversaires. On sait que Djokovic est le meilleur relanceur sur le circuit ATP. C'est évident que ça prend une journée où l'adversaire de Djokovic est très bon sur sa première et sur sa deuxième. Mais si de ce côté-là, ça répond présent pour Team, je pense qu'il y a de bonnes chances de remporter la finale. Du moins, C'est ma prédiction. Il faut s'attendre à de très longs échanges si cette rencontre doit se produire éventuellement. Ouais. Mais... Il y a quand même un conditionnel là-dedans. Un très bon conditionnel. Si tu veux bien, on a fait un beau tour d'horizon du carré d'as qui se dessine chez les hommes. Chez les dames, maintenant, on va avoir un carré d'as formé de la numéro 1, Ashley Barty, qui va affronter la numéro 14, Sofia Kenin. Ouais. À seulement 21 ans, Sofia Kenin accède à un carré d'as en tournoi du Grand Chelem. Et puis de l'autre côté, c'est pas une surprise d'avoir Simona Halep, gagnante de 2 Grands Chelems, être là. Pour moi, ça a été la joueuse la plus impressionnante à date depuis le début de ces internationaux d'Australie. Et puis elle va affronter une joueuse on la connaît talentueuse, mais elle arrivait
pas parmi les favorites, étant donné qu'elle avait glissé au classement. Une autre ancienne gagnante de Grand Chelem, Garbine Muguruza, qui joue de l'excellent tennis. Presque une revenante, il faut dire. C'est pas question de son âge, mais en raison de ses récents résultats où on ne l'attendait plus beaucoup en Grand Chelem. Souvent, on la voyait avoir, en raison de son classement, un tableau très difficile. On se disait souvent, c'est la confrontation qu'on ciblait avec vous lorsqu'on analysait les tableaux en début de tournoi. Et on se disait rapidement en deuxième tour, pour avoir une bonne confrontation avec Muguruza. Elle n'était jamais en mesure véritablement de se faire une percée en Grand Chelem. Là, on parlait pour elle, je pense que c'était une première fois en demi-finale depuis 2018 pour ce qui était d'un Grand Chelem où c'était à Roland-Garros. Donc, on l'attendait encore un peu. On ne l'attendait plus, en fait, je dirais, Muguruza. Puis là, dans ce tournoi, elle semble tout feu, tout flamme de son côté. Encore une fois, son match quart de finale contre Pavlyuchenkova, oui. Connu un excellent match. Est en mesure de battre aussi Kiki Bertens de manière très sèche au quatrième tour. Un 2 manches 6-3 identiques. Là, certains, vous connaissez les pointages, mais c'est tout de même simplement pour vous rappeler à quel point elle est en mesure de se débarrasser de ses rivales et des bonnes joueuses. Là. Il y a aussi Svitolina qui a été sur son parcours aussi. Donc, n'a véritablement pas volé cette place en demi-finale. Vraiment pas. Par contre, tu l'as mentionné, j'ai l'impression qu'on partage sensiblement le même avis depuis le début de cet épisode, Max, mais Simona Halep, véritablement la joueuse, à mon avis, à surveiller du côté des dames jusqu'à maintenant, de la manière qu'elle joue, de la manière qu'elle frappe. Mm-hmm. Je pense que oui, on l'a vu remporter ces tournois du Grand Chelem par le passé, mais j'ai l'impression que je me souviens pas d'avoir vu Halep aussi solide. On l'a vu aussi à Montréal, mais là, on dirait qu'elle a même un tennis d'attaque qu'on ne lui connaissait pas à ce point-là. On se souvenait Halep étant le mur qui retournait toutes les balles systématiquement jusqu'à ce que l'adversaire soit poussé à la faute. Mais là, Halep est en mesure de renverser l'échange avec un seul coup. Là, il y a de quoi faire peur pour vrai du côté de la Roumaine. Oui, en plus d'avoir une défense qui rappelle un peu Angelique Kerber quand elle avait eu de beaux résultats puis gagné l'Open d'Australie. En plus de ce beau jeu défensif-là, tu l'as dit, c'est un mur carrément. Elle ajoute une touche offensive à tout ça, puis c'est ce qui fait en sorte que la Roumaine est la seule joueuse depuis le début de la quinzaine qui a remporté chacune de ses manches depuis le début du tournoi. Je vais vraiment être intéressé de voir à quel point Kenin peut l'embêter parce que c'est vraiment une joueuse qui... Moi, j'adore le style de jeu de Sofia Kenin. C'est évidemment une situation à laquelle elle n'est pas habituée de se rendre là. Mais elle a fait face à un peu d'adversité. L'Américaine, elle a eu notamment sa jeune compatriote qui arrivait avec tellement d'attentes, Coco Gauff, 15 ans seulement. Oui. Elle a réussi à la renverser après avoir perdu le premier set. Donc, c'est sûr qu'elle arrive avec la confiance, mais elle a fort à faire pour battre la numéro 3 mondiale. De l'autre côté, Barty, évidemment... En fait, Kenin va affronter Barty de son côté. C'est Muguruza contre Halep. Aucun souci, mais on va dire que c'était la finale. Mais non, je suis tout à fait d'accord avec ton point pour ce qui est de Kenin, en fait. Mm-hmm. Ça n'a pas été nécessairement les adversaires les plus impressionnantes sur sa route, mais considérant le type de joueuse qu'elle a affronté, Coco Gauff, elle était tout simplement, c'était la joueuse que tout le monde, encore une fois, la coqueluche. On se souviendra de son dernier US Open, atteint le troisième tour et semble poursuivre sur cette lancée à seulement 15 ans. Parce que l'Australie bat la championne en titre en Naomi Osaka. Donc, tout le monde est derrière Coco Gauff, la petite merveille américaine. Là, on joue contre une compatriote. Tout le monde regardait Gauff et non pas Kenin, qui pourtant a connu une très bonne saison 2019. On l'entendait souvent. Parmi les joueurs qui étaient très régulières sur le circuit, on entendait souvent Kenin se rendre là pour ce qui était des quarts de finale ou même des carrés d'as. Et là, véritablement, c'est en Grand Chelem qu'on peut le voir. Et elle a fait son travail. Et contre Gauff, c'était de revenir dans cette rencontre après avoir perdu la première manche. Et là, on a vu ensuite que niveau manque d'expérience du côté de la jeune, fatigue, peu importe, c'est Kenin qui a été en mesure de se faufiler par la suite et de l'emporter. Elle a fait le travail par la suite aussi contre Ons Jabeur, qui, elle, a envoyé à la retraite Caroline Wozniacki. Ouais, donc, véritablement un beau travail de l'Américaine, mais là, c'est un tout autre test qui se présente à elle avec la numéro 1 mondiale, Ashley Barty, l'Australienne. Oui, Barty, ça va être un... Je ne sais pas si ça va être un soulagement pour elle parce que, évidemment, la pression était moindre par les années passées. C'est vraiment en 2019 qu'elle s'est établie comme une des références, sinon la référence. Mais c'est intéressant de noter que pour elle, devant ses partisans, devant ses supporters, c'est la première fois qu'elle atteint le carré d'as en Australie. C'est sûr qu'elle arrivait à ce tournoi-là avec certaines attentes de la part des fans. C'est la numéro 1, c'est celle qui a remporté les finales de la WTA. Mais ouais, effectivement, je pense que Kenin va lui donner une belle opposition dans cette demi-finale-là. Sachant qu'elle vient de remporter son match de manière assez convaincante, décisive contre Petra Kvitova, quand même pas la première venue. C'était un beau match d'ailleurs, surtout la première manche qui était un très beau match entre Barty et Kvitova.
je pense que la logique serait que Barty avance avec Alep de l'autre côté. Exactement. Puis on voit aussi, je trouve toujours impressionnant lorsqu'une joueuse est capable de rebondir après un premier set chaudement disputé. Tu parles de cette première manche contre Kvitova, un bris d'égalité. Barty qui a tout simplement enchaîné par la suite pour vaincre sa rivale 6-2 ensuite à la deuxième manche. N'ont pas laissé sa rivale revenir dans la rencontre. On parle d'un bris d'égalité, c'est nez à nez à ce moment véritablement. Ça penche d'un côté comme de l'autre. Là, on a vu véritablement Barty qui s'impose de plus en plus lors de ses matchs. Je pense que son statut numéro 1, elle l'a véritablement accepté, elle l'endosse très bien et elle réalise que sur le terrain, c'est elle la joueuse qui est à battre maintenant. C'est plus simplement la belle histoire de Barty avec son retour sur le circuit. Les joueurs se voient arriver, mais pas trop sûr, c'est véritablement elle la meneuse sur le terrain et elle joue comme telle en ce moment. Donc on dirait qu'elle ne ressent pas cette pression devant ses propres partisans. Et évidemment, d'avoir la foule derrière elle pour la suite des choses, ça va être primordial, ça va même être... je crois, ce qui pourrait faire la différence, du moins pour le match de demi-finale, on verra pour ce qui est pour la suite des choses si jamais il y a finale de son côté. Mais on parle quand même après un petit élément de nervosité, peut-être en début de tournoi, après perd sa première manche en fait de la compétition contre Tsuranko. Ensuite, tout simplement déballer son jeu et était en mesure de se frayer un chemin jusqu'à cette demi-finale du côté de Barty. Et tu l'as mentionné, je m'attends à ce que ce soit aussi Alep qui passe pour ce qui est de l'autre demi-finale contre Muguruza. Mais on se base encore une fois sur ce qu'on voit depuis le début du tournoi, donc on ne sait pas trop ce qui peut se présenter une joueuse un jour donné, mais les joueuses qui sont en action, elles, en soirée, donc on connaîtra la finale dans quelques heures. Voilà, ça va se passer dans les prochaines heures, ces deux demi-finales-là du côté des filles. Puis bon, on peut peut-être enchaîner, si tu veux, avec les résultats de nos Canadiens et Canadiennes qui étaient là. On a l'impression que ça fait quand même un petit bout de temps parce que plusieurs d'entre eux ont perdu assez tôt dans le tournoi. Mais on a effleuré le sujet de Milos Raonic pour commencer, mais on peut revenir à lui. Un quart de finale avec une défaite, somme toute logique, contre le numéro 2, Novak Djokovic. Mais franchement, pour un gars qui avait entamé l'année avec une défaite contre, je pense que c'était contre, est-ce que c'était Humbert? Oui, c'était Corentin Moutet, pardon. Dans un tournoi préparatoire juste avant l'Australian Open, moi, m'avait pas convaincu du tout qu'il était de retour sur de bonnes bases, Raonic, mais commence le tournoi vraiment bien en remportant des matchs en 3-7. Puis quand même, le summum, il faut le dire, c'est d'avoir battu coup sur coup en 3 manches Stefanos Tsitsipas, 6e favori, puis enchaîne ça avec une autre victoire en 3-7 contre Marin Cilic, qui lui aussi connaissait de beaux moments, le Croate. Tout à fait. C'est pas simplement les joueurs qui l'ont battu, c'est de la manière qu'il les a battus. Le match contre Tsitsipas, en fait, le Grec ne semble jamais avoir eu sa chance véritablement dans cette rencontre, même s'il y a eu bris d'égalité au 3e set. On ne sentait pas Tsitsipas être en mesure de renverser Raonic, ou du moins on ne sentait pas notre Canadien trembler pour ce qui était peu importe de son service. Et le match contre Marin Cilic, c'est un des beaux matchs de Raonic que j'ai visionné dernièrement. On était d'ailleurs ensemble lorsqu'on regardait ce match. Le revers de Raonic, le nombre de fois qu'on s'est regardé, qu'on disait c'est quand la dernière fois qu'on a vu Raonic frapper aussi bien son revers à deux mains en échange et coup gagnant sur coup gagnant. Cilic n'étant pas le dernier venu non plus, incapable de frapper ses balles très à plat, mais Raonic semblait simplement avoir le timing idéal pour bousculer son rival croate. Et véritablement, ça a été un excellent match de la part du Canadien, ce qui pouvait même laisser croire qu'il pouvait embêter Djokovic enfin en arrivant en quart de finale. De la manière qu'il avait joué ses matchs précédents, on se disait que Raonic avait tout à fait ses chances d'embêter le Serbe, mais on l'a mentionné, Djoko a tout simplement le numéro de Raonic. Je pense qu'on disait qu'ils sont à 10 confrontations. Si ma mémoire m'est fidèle, Raonic a seulement gagné une seule manche dans tous ses matchs contre Djokovic. Donc on s'entend que Djoko a l'avantage sur Raonic en général. Puis on voit aussi les statistiques au service. C'est là que c'est un peu plus peut-être révélateur lorsqu'on affronte un puissant serveur. Mais Raonic qui avait simplement 63% de ses premières balles en jeu, on dirait qu'il sent contre Djoko, il doit faire un peu plus sur cette première balle, il doit tenter de la pousser un peu plus. Le problème, évidemment, c'est que ça amène sa part de faute. Et lorsque la première balle passait, il était seulement 72% de réussite de points gagnés. À l'inverse, Djokovic, lui, 86% lorsque sa première balle passe, remportait les points. C'est des chiffres tout simplement hallucinants. Donc lui, de son côté, n'a pas la pression de devoir garder son service. Il le sait qu'il va avoir l'avantage sur Raonic en retour. Et combien on sait que Djokovic est un excellent retourneur sur le circuit, embête toujours. Il n'y a pas de partie facile pour Raonic à son service. Ça va être un match compliqué, c'est ce qu'on a vu. Mais on ne peut pas dire que Raonic a mal joué dans cette rencontre. Son adversaire a été supérieur. Tout simplement un Novak qui, en ce moment, est en pleine possession de ses moyens. Dans les autres matchs, Raonic a été quand même, on peut dire impeccable. Ça serait un bon qualificatif. Oui. Souvent, pour moi, Raonic, la manière de voir s'il peut aller loin dans un tournoi,
c'est à quel point est-ce qu'il va souvent chercher grappiller des points sur les jeux au service de ses adversaires. On sait qu'il va gagner son service à peu près 91% du temps. C'est un des meilleurs sur le circuit. Il est top 3 à ce niveau-là. Il remporte presque toujours son service. Mais est-ce qu'il est capable de déranger ses adversaires sur leur jeu au service? Quand ça va pas bien pour lui, quand soit il n'est pas en confiance, il y a des pépins physiques, c'est souvent des jeux dans lesquels il va à peine chercher un point sur le service de son adversaire. Mais on l'a vu de manière répétitive dans tous ses matchs, être là, toujours souvent amener son adversaire à égalité sur leur jeu au service. Fait que déjà là, il va un peu mettre un peu de doute dans leur esprit, sachant qu'eux-mêmes, ils vont se retourner et avoir extrêmement de difficulté à aller chercher le bris contre Raonic. Exactement, mais somme toute, si on résume un peu, je crois que du côté de Raonic, je ne peux qu'être satisfait de ce premier tournoi de la saison. Et maintenant, pour lui, là, on va se répéter. Pour ceux qui ont vu nos derniers épisodes, chaque fois qu'on parle de Raonic, mais on se croise les doigts en espérant que de son côté, c'est le corps qui tienne maintenant pour la suite des choses. Là. On sait qu'il y a souvent une pause après l'Australie pour la plupart des joueurs. Raonic fait souvent partie de ces joueurs qui préfèrent avoir une pause avant qu'on arrive à Indian Wells et Miami. Donc, ça va être pour voir lui son corps à quel point il peut tenir. Mais encore une fois, un début de saison encourageant. On ne peut qu'espérer de son côté que ça tienne. Encourageant en résultat, puis encourageant en conditions physiques aussi. Il disait sans retenue que c'était la meilleure condition physique qu'il avait l'impression d'avoir depuis un bon moment. Là. Il n'a vraiment pas été ennuyé physiquement. Je pense qu'il n'y a pas eu de demande de visite du thérapeute de tout le tournoi. Ça, c'est assez rare chez Raonic, qui est toujours incommodé ici au bas du dos, à la cuisse, tout ça. Mais franchement, il disait « Je me sens bien physiquement en ce moment », puis ça, on n'a pas pu dire ça régulièrement de Milos Raonic. Tout à fait, très encourageant. J'aimerais t'entendre maintenant, Max, sur peut-être nos deux autres jeunes Canadiens qu'on attendait certainement plus loin dans le tournoi lorsqu'on a regardé... Pas nécessairement le tirage au sort, mais lorsqu'on voyait le début de la saison, surtout après la Coupe ATP qu'ils avaient connue, j'ai surtout en tête Denis Shapovalov qui avait été tout simplement électrisant lors de ce tournoi. C'était plus qu'encourageant de son côté. Félix qui était il revenait enfin encore de sa blessure, était en santé, a disputé des bons matchs lors de la Coupe ATP, a perdu sa part de match, mais quand même, Félix étant Félix. Je ne sais pas ce que tu penses. Là, au final, lorsqu'on va regarder sèchement, c'est des défaites au premier tour pour nos deux Canadiens. Défaites du côté de Félix Auger-Aliassime contre le Letton Ernest Gulbis et pour Denis Shapovalov contre Martin Fucsovics. J'ai envie de t'entendre là-dessus parce que oui, ça peut paraître sec, une défaite au premier tour, mais il faut dire que le tirage au sort, sans leur donner des excuses, là, le tirage au sort n'a pas été favorable pour nos deux jeunes Canadiens. Oui, il y a des joueurs que tu peux pas te fier à son classement mondial pour évaluer à quel point c'est une opposition dangereuse pour le joueur en question. Donc, quand j'ai vu Félix Auger-Aliassime affronter Gulbis au premier tour, je me suis dit, quel genre d'Ernest Gulbis est-ce qu'il va affronter? Parce qu'on sait que quand il se met à essayer des coups puis à enchaîner les fautes directes, il offre généralement la victoire sur un plateau d'argent à ses adversaires avant même que ceux-ci aient réalisé des beaux coups eux-mêmes pour remporter le match. Mais quand il est dans une excellente journée, Ernest Gulbis, attention, il a très bien servi contre Félix. Autant sur sa première balle que sa deuxième balle, Auger-Aliassime n'avait pas de réponse. Sortait... coup gagnant après coup gagnant. C'était vraiment un bon début de tournoi pour lui parce que, mine de rien, il a quand même enchaîné avec une autre victoire au deuxième tour, Gulbis, il faut le dire. Il l'a emporté en 3-7 au deuxième tour aussi, donc c'était pas un hasard, là. C'était pas tout simplement le fait que Félix Auger-Aliassime a disputé un mauvais match. Il faut vraiment donner le mérite qui revient à Ernest Gulbis. Puis un peu dans la même veine, Martin Fucsovics a aussi connu un excellent tournoi. Si je veux rien excuser, c'est dommage pour Denis Shapovalov. Puis on avait tous des attentes envers lui, surtout que comme tu l'as dit, il jouait très bien à la Coupe ATP. Moi, j'avais vu son match contre Vasek Pospisil à Auckland. Je connais son talent, mais j'étais renversé à quel point il y avait de la variété dans son jeu. Il sortait des lobes défensifs, le genre de coups qui s'ajoutent à toute sa puissance et à tous les coups d'attaque qu'il peut faire. Moi, évidemment, sachant ça, ayant vu ça récemment, je pensais qu'il pouvait se rendre loin à l'Australian Open, mais il a tout simplement affronté un Fucsovics qui était dans de très bonnes dispositions. La preuve, c'est que lui aussi a enchaîné en battant Yannick Sinner, l'Italien, un jeune très, très prometteur du circuit. Sèchement 3-7 là aussi. Donc, on peut vraiment dire, de mon point de vue du moins, que ça a été une grande partie de malchance dans le tirage au sort pour les deux jeunes Canadiens. Tout à fait. Là, on a parlé de Fucsovics tantôt, lui qui a finalement perdu contre Roger Federer, et Gulbis lui a perdu finalement contre Gaël Monfils. Donc oui, ces deux joueurs ont connu de beaux parcours par la suite après avoir battu notre Canadien. Tu l'as mentionné, je pense pour Gulbis, ça résume parfaitement la situation parce que même les statistiques, en fait,
Félix Auger-Aliassime n'a pas été déclassé dans sa rencontre. C'est sensiblement les mêmes nombres de coups gagnants, c'est sensiblement les mêmes nombres aussi de fautes directes. C'est certain que du côté de Félix, on espère toujours voir un peu moins de fautes parce que c'est pas encore nécessairement un tennis d'attaque qu'on s'attend comme un Denis Shapovalov que lui, on sait, il va frapper de plus en plus fort dans la balle, aller tout le temps vers l'avant. Félix, c'est un style de joueur, en fait, où ce qu'on voit son jeu s'installer au fur et à mesure que la rencontre progresse, capable de retourner des balles en échange. Donc, on ne veut pas nécessairement avoir un aussi haut niveau de faute directe. De son côté, c'était 44 lors de son match de premier tour, mais tout de même, il n'a pas mal joué. C'est simplement que, tu l'as mentionné, on ne peut pas non plus m'étirer de long en large de revenir là-dessus, mais le laiton était tout simplement dans sa journée et c'est un joueur compliqué. C'est exactement ce que Félix a eu droit. Du côté de Denis, je vais peut-être simplement ajouter de mon côté qu'on le sentait très frustré dès le début de la rencontre. Et c'est peut-être ce qu'on n'avait pas vu du côté de Shapovalov en fin de saison 2019 après son titre ou même à la Coupe ATP. Moi, tu as mentionné avec raison son match contre Vasek Pospisil. Moi, c'est évidemment plus facile à remarquer, mais son match contre Novak Djokovic qu'il avait joué à la Coupe ATP, c'était tout simplement du brio, son tennis. Simplement qu'il n'a non seulement tenu tête au cercle, mais qui a véritablement compliqué la tâche. Ça me laissait entrevoir de belles choses pour ce qui était des internationaux d'Australie. Mais là, on sentait dès le début de match, je ne sais pas si Shapovalov avait des pépins sur le plan physique. On le sentait peut-être un peu enrhumé en point de presse. Il y avait quoi qui clochait avec son corps, on le sentait. C'est vrai, il y avait une toux persistante, c'est vrai, en entrevue. Ouais. Tout de même, presque la même que moi en ce moment, que je me retiens depuis le début de l'émission. Mais on sentait même que, justement, Shapovalov était très frustré et rapidement dans la rencontre, on le voyait avec sa raquette retenir ses élans de frustration, qu'on le connaissait et que malheureusement ne faisait pas son succès lorsque ça se produit sur le terrain. Et on sait pourtant qu'un match en Grand Chelem, surtout chez les hommes, c'est très long, les fameux 3 de 5. Mais là, on sentait que dès que ça ne fonctionnait pas à son goût, première manche, ça déraillait de son côté puis il n'était pas capable de se remettre dans la rencontre. Donc à partir de là, Fucsovics qui en a profité. Shapovalov avait tout de même remporté une manche, mais on l'a senti par la suite. Je crois que c'est vraiment sur le plan mental que là, on a revu l'ancien Shapovalov un peu, mais là, pour des raisons X, Y, Z, surtout s'il ne se sentait pas trop bien, on peut le comprendre parfaitement. Donc oui, résultat, je vais le dire, quand même décevant considérant ce qu'il avait connu lui en début d'année, mais avec l'adversaire qu'il avait devant lui, ça pouvait pencher d'un bord comme de l'autre. Donc ça va être de voir comment il va enchaîner, à mon avis, surtout maintenant pour la suite des choses. Connu son creux de vague l'an dernier à mi-année, il ne faut pas qu'il commence la saison de la même façon, qu'il se replace éventuellement. C'est le genre de joueur qui peut prendre du rythme, mais évidemment, lui, ils ont des points à défendre, lui et Félix éventuellement aussi. J'ai envie de dire, c'est facile à dire, mais pas de panique non. Dans ces deux dossiers-là. Je pense qu'ils peuvent facilement rebondir assez rapidement. Dans le cas de Shapovalov, j'espère qu'il n'est pas trop embêté. Tu as parlé de son espèce de rhume, de virus qu'il semblait peut-être avoir. Il y a beaucoup de tennis qui s'en vient pour lui récemment. Va jouer à Marseille, va jouer à Rotterdam comme Félix d'ailleurs. Vont jouer l'ATP 500 tournoi en salle aux Pays-Bas, Rotterdam, à partir du 10 février. C'est nos deux Canadiens, on va les voir là. Puis ensuite, dans les deux cas, on va enchaîner avec un ATP 250 en France qui est Montpellier dans les deux cas, Shapovalov puis Félix Auger-Aliassime. C'est intéressant dans son cas, Félix, parce que stratégiquement, il y a eu un choix qui a été fait avec son équipe, qui est de ne pas retourner faire la tournée sur terre battue en Amérique du Sud. On connaît les succès qu'il avait eu l'an dernier avec sa première finale ATP à Rio notamment, mais cette fois-là, on a décidé de faire une croix sur la terre battue durant la période hivernale et plutôt de se concentrer sur les tournois en salle et sur surface dure. Genre de voir si cette décision va être payante pour le clan de Félix. En fait, on se souviendra que ça va être une excellente décision de jouer sur terre battue, d'installer son jeu et tranquillement développer son jeu sur une surface qui lui sied bien, en fait, et de faire son entrée sur le circuit, en fait, avec ce genre de tournoi où on sait qu'il va être à l'aise sur la surface. Maintenant, on le sent peut-être un peu plus, non pas en difficulté, mais pas toujours à son aise lorsque le jeu est très rapide. On sent parfois que ça peut être difficile pour lui sur cette surface. Donc là, de jouer de plus en plus de tennis sur surface dure, ça ne peut qu'être profitable pour Félix. Donc j'ai hâte de voir déjà cette petite portion du calendrier, qu'est-ce que ça va pouvoir donner, s'il va être en mesure de se faufiler, parce qu'il a le talent pour le faire et ce n'est même pas une question. Lorsqu'on a parlé de Shapovalov et de Félix, ce n'est vraiment pas une question de talent. Là, on s'attend même à ce qu'ils rebondissent prochainement et je ne serais nullement étonné que ça se produise dès les prochains tournois. En fait. Oui, tout à fait d'accord là-dessus. Mention très rapide que ça a été l'élimination au premier tour aussi pour Vasek Pospisil, lui contre le vétéran qui semble ne pas avoir la retraite. Je ne sais pas si c'est pour bientôt, mais Ivo Karlovic continue de jouer du bon tennis, là, a battu Vasek Pospisil qui lui aussi, on le sait, joue de l'excellent tennis depuis ça remonte
au mois d'octobre ou novembre dernier. Là, depuis qu'il a fait son retour, c'est exceptionnel son niveau de jeu. Je m'avoue un peu surpris que Vachek ait encaissé une défaite contre le vétéran Karlovic, mais j'imagine qu'il a tourné la page là-dessus déjà. Oui, tout à fait. Je pense que c'est le même discours qu'on pouvait tenir avec Félix et Denis du côté de Vachek. C'est un adversaire qui n'est pas facile et qui, sur une journée donnée, on ne sait pas comment ça va se produire. Si Karlovic, son service, tout passe de son côté, on le sait, c'est extrêmement compliqué de déjà tenter de le briser par la suite. En bris d'égalité, mais là, c'est une question d'un point. Donc, si le grand Karlovic est en mesure de s'imposer lors des bris d'égalité, ça peut être très compliqué. Donc, c'est le genre d'adversaire que véritablement on peut faire un pile ou face sur une journée donnée, à part si on a un excellent retourneur comme Novak Djokovic de ce monde, évidemment. Mais du côté de Vachek, sans dire que c'est une faiblesse, ça n'a jamais été non plus reconnu pour son jeu en retour de service. Donc, ça se devait d'être compliqué, malheureusement, pour lui. Je me serais attendu peut-être aussi. En fait, j'aurais espéré une victoire de son côté, mais je ne peux pas être surpris du résultat. Pour sa part, ça complète un peu la portion volet masculin pour nos Canadiens. Du côté féminin, on avait une représentante. Une seule représentante Pas celle qu'on se serait attendu en début d'année, en janvier 2020, lorsque la saison s'est amorcée. Évidemment, on attendait tous avec impatience le retour de Bianca Andreescu sur le circuit après une saison 2019 du Tonnerre. Choisissez le qualificatif que vous voulez, notre championne Grand Chelem. Mais là, elle devait rester à l'écart en raison d'une blessure au genou. On a eu des bonnes nouvelles, toutefois, tout juste récemment. C'est tombé son entraîneur Sylvain Bruno qui dit qu'on vise un retour pour ce qui est de la Coupe Fed début février. Donc, on parlait 7-8 février, le duel Canada contre la Suisse. C'est une blessure au genou. La seule chose qui me fait encore douter là-dessus, on demeure prudent dans le clan de Andreescu. On se souvient de ce qui s'est passé l'an dernier. Là, c'était l'épaule, ce qui s'était passé, sa blessure. C'est guérir pour revenir. Elle a connu le succès qu'elle a connu. Là, on parle d'une blessure tout de même au genou et on disait qu'elle n'avait pas encore disputé de points véritables à l'entraînement, donc pas de match simulé non plus. On est encore à 2 semaines, c'est encore un peu loin, mais j'ai l'impression que ça va devoir s'enchaîner très rapidement si on souhaite voir notre Bibi sur le terrain. Ben oui, avec aussi peu de délai, disons, entre le moment où l'équipe canadienne de Fed Cup a été annoncée puis le début du tournoi. J'ose croire que si on l'a nommée au sein de l'équipe, c'est parce qu'on a l'impression qu'elle va jouer au moins un match, qu'elle va être en mesure de disputer ça. Mais ouais, c'est ça, on s'éloigne un peu parce que moi, ce que je voulais dire à la base, puis sûrement que tu voulais y retourner, je voulais qu'on parle de Leila Annie Fernandez, qui a été la seule représentante canadienne du volet féminin en simple à l'Australian Open. Pour elle, c'était la première fois qu'elle participait aux qualifications en tant que pro d'un tournoi du Grand Chelem. Puis 3 victoires en 2 sets pour se placer dans ce premier tableau principal à 17 ans et quelques mois seulement, Leila. Oui, puis elle a tout de même vaincu une 108e joueuse au monde lors des qualifications. Donc, très beau parcours pour ce qui était justement de cette portion. Et ensuite enchaîné avec un match de premier tour contre Lauren Davis, une vétérane sur le circuit. On pouvait espérer, oui, les chances de Leila aussi lors de ce match de premier tour. Elle n'a pas été déclassée loin de là. J'ai bien aimé son jeu, son style un peu d'attaque. On la voyait surtout monter au filet à l'occasion. Donc, on sait que pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des faits saillants un peu de Leila depuis le début de sa carrière, c'est un jeu un peu atypique. On la voit tenter plusieurs coups, très créative sur un terrain avec ses nombreux amortis. N'hésite pas à monter au filet également. Donc, déjà très encourageant à 17 ans seulement de l'avoir percé un tableau principal Grand Chelem. Oui, elle avait comme objectif de percer le top 100 en 2020, mais c'est très bien parti parce que ça permet de, comme vous allez le constater, parce qu'on va vous présenter l'entrevue, mais ces 3 victoires-là en qualif, puis ce premier tour-là qui s'en est suivi à l'Australian Open, ça lui a permis d'aller chercher 22 places. Donc déjà là, elle a intégré le top 200, mais on va tout entendre ça dans l'entrevue qu'on vous présente avec Leila Annie à l'instant. En compagnie de la Canadienne Leila Annie Fernandez. Leila, on a plusieurs sujets à aborder quand même. Là. C'est un début d'année 2020 super intéressant pour toi. Tu ne seras pas surprise bonjour. Bonjour. Tu ne seras pas surprise que j'ai envie de parler dès le début de l'entrevue de l'Australian Open quand même. Là. C'est une expérience d'un premier grand chelem pour toi en tant que pro à 17 ans. Avant de me parler de ton match contre Lauren Davis et aussi de tes 3 autres dans le tableau de qualif, je serais curieux, c'est ça, de connaître un peu la mentalité que tu avais avec laquelle tu t'es présenté au qualif. OK. Oui, bien sûr que je suis content que j'ai pu me qualifier pour l'Australie, que ce n'était pas facile, mais quand on a su que j'ai entré dans le tableau de qualification, immédiatement notre mentalité pour l'entraînement de la pré-saison, c'est de se qualifier et on espérait de gagner une ronde, mais on est contente que j'ai pu réussir une de mes objectifs de l'année, c'est de pouvoir me qualifier pour un grand chelem. Alors maintenant, c'est de s'entraîner encore plus fort et de pouvoir gagner quelques
quelques matchs dans le tableau principal de Grand Chelem ou quelques matchs dans un tableau de WTA. Tu avais un peu l'expérience quand même là, de jouer à Melbourne. Tu avais été finaliste dans le tableau junior en 2019, un an avant. Est-ce que ça t'a aidé un peu d'être familière avec les courts puis le site du tournoi? Oui, ça m'a aidé beaucoup que les les gens là-bas m'ont aidé beaucoup avec les terrains, puis le directeur aussi m'a aidé beaucoup avec comment s'ajuster des juniors et des professionnels. Alors quand je suis arrivée à Melbourne, j'étais très confortable. Je n'avais pas de doute dans mon jeu, qu'est-ce qui va se passer. Alors de pouvoir retourner à Melbourne, c'était une excitation qu'on avait dans l'équipe. Oui, c'est certain. Ben, ça a dû être en plus un peu spécial quand tu t'es arrêté à penser que tu étais la seule représentante du Canada chez les filles. Là, ça l'a donné de même là, dans le tableau principal, Bianca Andreescu n'y étant pas à cause de sa blessure. Et donc, tu as été la seule à t'y qualifier. Oui, j'étais contente que j'ai pu me qualifier à être une des Canadiennes de pouvoir jouer dans le tableau principal, mais un peu de malchance avec Bianca Andreescu qui s'est blessée l'année passée. J'espère que tout va bien maintenant et qu'on va pouvoir la voir à Roland-Garros et dans les prochains Grands Chelems. Si on parle un peu de comment c'est ça cette semaine-là s'est passée, ça a commencé avec un match contre la 7e favorite des qualifs. Il y a eu Patricia Maria Tig, qui est quand même 108e au monde. Tu l'as battue en 2-7. Ensuite, moi, j'ai porté beaucoup d'attention, en tout cas, au troisième de tes matchs contre Danielle Lao. Ça a été une super belle bataille avec elle. Je me rappelle que tu tirais de l'arrière. Je pense que c'était 5-3 au deuxième set, puis tu es revenu en gagnant 4 jeux de suite. Ça a été quoi le feeling qui t'a habité quand tu as obtenu cette troisième victoire-là contre Lao? J'étais très contente. Comme j'ai dit, un de nos objectifs, c'est de pouvoir se qualifier pour un grand chelem et j'étais contente de pouvoir le faire pour la première fois, d'être dans un tournoi de grand chelem à Melbourne. Alors que contre Daniela, ça n'a pas été facile. Elle est une très bonne joueuse. Elle est une joueuse très difficile à jouer avec sa variation. Puis de revenir de 3-5 et le gagner 7-5, c'est un peu spécial et de savoir que et de pouvoir le finir en 2-7 aussi, de ne pas avoir besoin de jouer une troisième, ça aidait beaucoup avec l'énergie. Puis ensuite, ça t'a permis de rejoindre dans le tableau principal l'Américaine Lauren Davis, qui est quand même une vétérane. Là, elle a beaucoup de matchs à son actif et tout. C'est une joueuse qui connaît bien le contexte d'un tournoi majeur. Comment est-ce que tu as vécu ce match-là? La première manche était très serrée, du moins, là, en tout cas, si on s'attarde à celle-là en particulier. Oui, c'était un très bon match que j'ai appris beaucoup de le niveau d'un grand chelem du tableau principal. Alors, elle est une très bonne joueuse, elle a très bien joué. Malheureusement, moi, j'ai fait quelques erreurs qui m'ont coûté un peu le set, puis après le match, qui lui a donné de la confiance. Et elle a, comme j'ai dit, elle a très bien joué. Elle a fait ce qu'elle devait faire dans le set, et moi, j'ai juste donné quelques cadeaux. Ceux qui ont suivi ton ascension à Leilani savent que ton père Jorge a été très présent à chaque étape depuis que tu t'es mise à jouer au tennis. Il y a encore une place très importante d'ailleurs, mais il y a une nouvelle voix qui s'est ajoutée en Australie, Romain Derrida. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Peux-tu me parler un peu peux-tu me parler un peu de ton association avec Romain, ce qu'il a fait pour ce qu'il peut t'apporter, ce qui fait qu'il convient à ton style de jeu, un peu ça là? Lui est un très bon entraîneur que lui et mon père, il s'entend très bien, que il comprend qu'est-ce qu'on veut, puis il amène la même énergie qu'on a, il m'aime un peu plus, il veut que je gagne, il veut qu'on gagne, alors c'est bon d'avoir ça comme à côté de moi et dans l'équipe. Alors lui, il aide aussi à mon père et à mon équipe, à ma sœur aussi dans les entraînements. Alors, c'est bon de pouvoir de lui avoir dans l'équipe. OK. Donc, ça va se poursuivre ce partenariat-là là, dans les prochaines semaines, c'est ça? Oui. OK.
Bon, donc je voulais enchaîner un peu en te parlant de ce que ça donne concrètement. Là, tu es entré dans le tableau des qualifs en Australie en tant que 206e joueuse au monde. Ben, tu en ressors 22 places plus haut au 185e rang avec ces victoires-là. Quelquefois, tu avais mentionné que son objectif, c'était de terminer 2020 à l'intérieur du top 100. Alors, ça semble plus réaliste que jamais quand tu vois que, comme ça, là, dès le mois de janvier, tu montes déjà un peu là, pour intégrer le top 200. Oui, ça, que l'année passée, j'étais un peu déçue que j'étais juste vers 210, un peu déçue que j'ai pas réussi mon objectif, mais c'était une très bonne année et j'ai été contente de pouvoir me qualifier pour le Grand Chelem et de pouvoir gagner les points nécessaires pour finir top 100, top 200, je veux dire. Alors que maintenant, l'objectif, c'est d'être le plus proche possible dans le top 100 et on espère de pouvoir être dans le top 100 vers la fin de l'année. OK. Je suis curieux de savoir, c'est certain que tu t'es accordé un peu de repos là, dans les mois de novembre puis décembre, comme plusieurs joueuses le font, mais lorsque tu étais sur les courts, est-ce qu'il y a des aspects de ton jeu en particulier sur lesquels tu as travaillé pour bien entamer cette saison 2020? Non, on a travaillé tout mon jeu, le coup droit, le revers, d'être plus précise et un peu plus d'accélération. Je pense que le tour WTA n'est pas facile. Ils sont tous des très bonnes joueuses, des joueuses très grandes, des très professionnelles. Alors on essaie de pouvoir transitionner mon jeu de junior en professionnel pour pouvoir jouer avec elles. D'accord. Puis je voulais aussi un peu te parler, évidemment, je ne peux pas laisser ça sous silence. Tu as été choisi tout récemment pour une deuxième fois pour représenter le Canada à la Fed Cup. Cette fois-là, c'est pour un affrontement contre la Suisse la semaine prochaine. Oui. Est-ce que tu avais prévu cette semaine-là ton calendrier quand tu regardais ton horaire pour la saison? C'était une de mes objectifs de pouvoir représenter la Fed Cup. J'espérais, mon équipe espérait qu'on allait avoir cet appel. Alors quand on l'a reçu, on était très contente. Puis immédiatement, on est allé dans le cours de tennis pour s'entraîner, pour se préparer à jouer contre le Suisse. D'accord. Puis justement après cette deuxième participation avec le Canada à la Coupe Fed, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines? On ne sait pas encore, mais on va voir si je peux entrer dans le tournoi de Mexique, Acapulco, puis Monterrey, puis aussi Indian Wells. D'accord. Bon, bien écoute, Leilani Fernandez, merci beaucoup pour ces quelques minutes, puis je te souhaite une bonne suite à ta saison 2020. Merci beaucoup. Donc, voilà ce qu'il y en est pour Leilani Fernandez qui a connu son premier tableau principal en Grand Chelem tout récemment. Il y a de belles choses qui s'en viennent pour elle, c'est évident, avec un niveau de jeu aussi élevé à seulement 17 ans. Son style de gauchère, comme tu l'as dit, peu conventionnel, qui va embêter beaucoup d'adversaires. Je pense qu'on peut s'attendre à de belles choses. Puis, on ne sait pas, peut-être qu'elle va être utilisée par la capitaine Heidi El-Tabak quand le Canada va affronter la Suisse la semaine prochaine à la Fed Cup, Max. Exactement. Pour utiliser peut-être une expression qui est plus consacrée au hockey, elle méritait cet appel du grand club là, pour la Coupe Fed la semaine prochaine du côté du Canada. Puis, si ce n'est que ne pas jouer de rencontre, au moins être dans le bain un peu, vivre un peu cette expérience encore une fois en compagnie. On vous rappellera de Bianca Andreescu et d'Eugénie Bouchard aussi. Il y a également Gabriela Dabrowski qui sera là pour ce qui est du double de son côté, mais c'est un très bon début de saison pour ce qui est de Leila. On la sent déjà en confiance. On la connaissait déjà très gourmande pour ce qui était de ses objectifs. On se souvient que pour y avoir déjà discuté avec elle par le passé tous les deux, elle n'était jamais véritablement satisfaite, peu importe le résultat qui se présentait à elle. J'ai connu de grandes victoires chez les juniors, mais on sentait que c'était toujours un peu plus qu'elle en voulait. Puis encore une fois, tu as besoin de se qualifier pour un premier tournoi du Grand Chelem, un tableau principal, mais on sentait que ce n'était pas assez. Elle a déjà mentionné qu'elle aurait voulu avoir cette première victoire en tournoi du Grand Chelem. Pourtant, c'est un très bon test qui était devant elle, mais c'est quand même une attitude qu'on veut voir chez les joueurs et chez les joueurs. Toujours chercher à viser un peu plus haut de son côté, puis on sent que du côté de Leila, ça ne fait pas défaut. L'ambition est là de son côté. Puis on semble que ce soit un point chez nos Canadiennes. Du moins, j'ai modifié des objectifs rapidement en début de saison. On se souviendra l'an dernier, du côté d'Andreescu, on avait véritablement balayé les objectifs de son côté. On a déjà une qualification au premier tournoi Grand Chelem de la saison, un objectif qu'on peut cocher du côté de Leila, donc c'est prometteur pour la suite des choses. On n'en serait pas à notre premier exemple de joueuse qui gravit les échelons
échelons, joueuses canadiennes qui gravit les échelons plus vite que prévu. Eugénie Bouchard l'avait fait v'là 5 ou 6 ans, à 19 ans seulement. On a la preuve la plus évidente en Bianca Andreescu l'an passé. Ça serait de mettre énormément de pression de penser que ça pourrait être ça à 17 ans seulement pour Layla, mais franchement, comme on l'a dit, ça grimpe déjà pas mal assez vite, notamment dans le classement WTA, là, déjà 185e mondial. Exactement. Donc, je ne sais pas pour toi, Max, mais je crois que ça fait un beau tour d'horizon pour ce premier épisode, un peu en plein milieu d'un tournoi du Grand Chelem. Donc, on vous rappelle de suivre ces matchs demi-finales sur nos ondes en compagnie, toujours Yvan Ponton et Hélène Pelletier, toujours excellent à la description et à l'analyse de nos matchs tennis. Nous, de notre côté, on vous remercie d'avoir été présents. On vous remercie aussi de continuer à nous suivre. Pour ce qui est de tous les balados RDS, évidemment, vous pouvez nous suivre avec iHeartRadio ou plusieurs autres plateformes où notre balado est disponible, évidemment. Et il y a aussi la section balado du RDS.ca. Ils ont plusieurs gammes de balado un peu pour tous les goûts. Là. En fin de semaine, c'est certain, il y a le Super Bowl, donc le sac du corps à surveiller, un Chiefs 49ers. Oui. Sinon, je veux pas en oublier, je veux pas trop en nommer, mais évidemment, dans la cage, il y a nos bons amis du compte de 8 qui doivent attendre de l'autre côté du studio qu'on termine justement cet enregistrement. Donc, on vous invite, il y en a véritablement pour tous les goûts. Panoplie pour ce qui est du RDS.ca. Ouais. Puis sinon, on vous souhaite bonne demi-finale, bonne finale, et puis on se revoit en début de semaine prochaine pour parler justement des matchs de la fin de semaine au Australian Open. Bon tennis, Max. Merci à toi aussi. Salut tout le monde.